Il est bien connu que les crises bancaires sont généralement suivies de mauvaises performances macroéconomiques, chute de l'investissement et de la consommation, entraînant à leur tour un ralentissement de l'économie. Mais l'endettement bancaire n'est pas la seule source d'emprunt. Les entreprises peuvent, du moins les plus grandes, se tourner aussi vers les marchés obligataires. Dès lors, on peut se poser la question: en est-il de même pour les crises des marchés obligataires? Pour y répondre, Giesecke, Longstaff, Schaeffer et Strebulef nous fournissent une étude publiée dans le Journal of Financial Economics. Ils exploitent une base de données qui traite de l'évolution des deux formes d'endettement aux États-Unis sur plus d'un siècle. Jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ces deux formes jouaient des rôles d'importance comparables. Dans la période plus récente, les prêts bancaires ont connu une croissance beaucoup plus vive, comme en témoigne le graphique extrait de leur publication. Les auteurs se sont d'abord attachés à qualifier ce qu'il convient d'appeler une crise obligataire ou une crise bancaire. Pour ce faire, ils ont étudié les taux de défaillance annuels. Ils remarquent que ces derniers peuvent être très élevés dans l'histoire des marchés obligataires. Par exemple, 6,49% en nombre lors de la période 1871-79, ce qui représentait plus de 58% de la valeur d'émission. Aussi ont-ils retenu comme critère pour qualifier une période de crise obligataire que le taux de défaillance soit supérieur à 2,5%, c'est-à-dire 5 fois la médiane du taux de défaillance. Ils ont ainsi identifié 13 périodes de crise entre 1866 et 2010. Leur durée moyenne était de 2,69 années. Ils ont repris du travail de Schularick et Taylor, publié dans l'AER en 2012, la détermination des crises bancaires à partir de critères voisins. 7 périodes de crise sont retenues. Leur durée moyenne est plus courte, 1,48 années. Ils notent, et c'est déjà un premier résultat intéressant, que les deux phénomènes ne se confondent pas. Leur corrélation est même voisine de 0. Les auteurs s'intéressent ensuite à d'éventuelles substitutions entre les formes de crédit. Par exemple, quand le marché obligataire s'assèche du fait d'une hausse du risque de défaillance des émetteurs, existe-t-il un report sur le marché bancaire? Pour ce faire, ils estiment les liens entre les pourcentages de variation annuelle des montants de prêts bancaires et ceux pour les emprunts obligataires, en prenant en compte leur valeur contemporaine et décalée dans le temps, jusqu'à 3 ans. Ils font de même pour les variables muettes, signalant les périodes de crise. L'approche est dite VR pour Vector Autoregression. L'échantillon contient 102 observations. La période de guerre et de juste après-guerre, marquée par le poids du financement des hostilités, étant naturellement exclue. Les auteurs s'intéressent ensuite au rôle des garanties, plus particulièrement de deux d'entre elles, les actions et les biens immobiliers. L'idée est qu'une baisse des valeurs de ces actifs rend plus risqués les prêts et est donc suivie d'une diminution des encours et d'une crise de financement. Enfin, les auteurs étudient les liens entre la survenance de ces crises bancaires et obligataires et le fléchissement postérieur de l'activité macroéconomique. Pour ce faire, ils privilégient 3 indicateurs: le PNB par habitant, la PIB et l'inflation. Les analyses économétriques sont dans les 2 cas des approches de type VR, prenant en compte les variables et leurs valeurs décalées sur 3 ans. Giesecke, Longstaff, Schaeffer et Strebulef
mettent en évidence que les crises bancaires ont beaucoup plus de conséquences macroéconomiques que les crises obligataires. Baisse de la production et faible taux d'inflation. Ils évoquent deux raisons principales à ce phénomène. Premièrement, en cas de crise obligataire, les entreprises de grande taille, principalement touchées, car les petites sont peu présentes sur le marché obligataire, ces entreprises de grande taille peuvent recourir en substitution au crédit bancaire, en activant leur ligne de crédit préalablement négociée. Les effets de la crise sont alors fortement atténués pour elles. Deuxièmement, la chute de la valeur d'actifs comme les actions ou l'immobilier, garantie souvent exigée par les banques, affecte négativement le volume des crédits bancaires, mais a peu d'impact sur le volume des obligations, qui ne sont généralement pas accompagnées de telles garanties. Ceci peut être à la source d'un phénomène d'auto-renforcement, la baisse des actifs causant une baisse du crédit, générant lui-même une nouvelle baisse des actifs, etc., etc. L'autre point important est que la baisse de ces actifs pénalise plus les petites entreprises dépendantes du crédit bancaire, qui est de plus à terme plus court que le crédit obligataire.